Pour s'y situer, on va se baser sur les dernières guidelines de l'Association française d'urologie et celle de l'Association européenne d'urologie. Donc, les recommandations, ces deux guidelines, se sont basées sur la classification TNM 2017, qui est revisée en 2019 par l'American Joint Committee on Cancer. C'est une classification qui prend en considération trois facteurs, à savoir le T, c'est la taille tumorale, le N, c'est le statut ganglionnaire, le M, c'est les métastases à distance, pour classer enfin le cancer du rein en stade. Donc, alors, les tumeurs du rein T1, ce sont des tumeurs qui sont inférieures à 7 cm au moins, qui sont limitées au rein. Le stade T1A, ce sont des tumeurs qui sont inférieures ou égales à 4 cm, qui sont limitées au rein. Le T1B, ce sont les cancers du rein entre 4 et 7 cm, mais qui sont encore localisés au rein. Le stade T2, donc ce sont des tumeurs supérieures à 7 cm qui sont limitées au rein. Le T3, ce sont des cancers qui ont avec extension veineuse mais sans dépasser le fascia de Girota. Le stade T4, ce sont des tumeurs qui ont dépassé le fascia de Girota. Au terme de cette classification, donc le cancer du rein est classé en 4 stades. Le stade 1, ce sont des cancers du rein inférieurs à 7 cm qui sont limités au rein. Le stade 2, ce sont des cancers qui sont supérieurs à 7 cm qui sont encore limités au rein. Le stade 3, ce sont des tumeurs avec extension veineuse ou bien ce sont des tumeurs qui ont envahi les ganglions de voisinage. Quant au stade 4, c'est le stade métastatique. Pour faciliter un peu la tâche, ces 4 stades se sont regroupés en 3 grands chapitres. Le cancer du rein localisé, ce sont les tumeurs T1, T2, N0, M0. Ça correspond au stade 1 et 2. Pour les cancers du rein localement avancés, donc ce sont les tumeurs qui ont dépassé la capsule, donc ni T1 ni T2. Non métastatiques, ça correspond au stade 3. Pour les cancers métastatiques, ce sont les cancers qui ont envahi les organes à distance, donc ça correspond au stade 4. Au fur et à mesure, on va discuter les options thérapeutiques pour chaque stade et on va faire la résumé des recommandations de ces deux guidelines. Donc, pour les cancers du rein localisés T1A, ce sont des cancers qui sont inférieurs à 4 cm. Donc, on va discuter l'indication de la néphrectomie partielle, l'indication de la néphrectomie élargie, la place du traitement ablatif et la place de la surveillance active. On va commencer par la néphrectomie partielle. Donc, c'est le traitement de référence pour ces cancers localisés inférieurs ou égal à 4 cm. Donc, en cherchant un peu dans l'historique, la néphrectomie partielle, a été d'abord indiquée de nécessité devant des tumeurs sur un unique fonctionnel ou bien anatomique, ou bien pour des tumeurs bilatérales. Mais vu les résultats encourageants de cette technique, les indications se sont élargies pour les indications de principe pour les petites tumeurs exophytiques avec un rein contralatéral qui est normal. Quand elle est indiquée, cette néphrectomie partielle doit obéir à 3 impératifs. Le premier, c'est le contrôle oncologique. Le deuxième, c'est la préservation de la fonction rénale. Et bien sûr, il faut qu'elle obéisse à une réduction du taux de complications post-opératoires. Pour les résultats oncologiques, ils sont identiques à celles de la néphrectomie élargie, avec un taux de survie sans récidive à 5 ans qui est supérieur à 95%. Pour les marges chirurgicales positives après néphrectomie partielle, ça a été démontré qu'elle augmente le taux de récidive locale, mais ça n'a pas d'impact sur la survie sans récidive.
Donc, dans ce cas, une surveillance radiologique est indiquée. La néphrectomie élargie peut être indiquée, peut être discutée qu'en cas de tumeur agressive ou bien de haut grade. Quant à la récidive locale après néphrectomie partielle, on peut indiquer une néphrectomie élargie, une néphrectomie partielle itérative ou bien un traitement ablatif. Pour la préservation de la fonction rénale, elle est optimale pour la néphrectomie partielle par rapport à la néphrectomie élargie, ce qui retentit sur la psychologie et sur la qualité de vie des patients. Cette préservation, elle dépend de plusieurs facteurs, essentiellement la durée, le parenchyme sain qui est préservé et la durée d'ischémie. Malgré que la néphrectomie partielle présente des résultats carcinologiques qui sont excellents, avec une préservation optimale de la fonction rénale, elle présente une morbidité non négligeable proche de 20%. Les complications les plus fréquentes décrites sont essentiellement le saignement, les fistules urinaires. Ce taux de complications, il dépend essentiellement de la complexité de la tumeur, de l'âge du patient, ainsi que ses comorbidités. Bien sûr, elle dépend de l'expérience du chirurgien, ainsi que la voie d'abord. Quant à la voie laparoscopique, elle est indiquée de première intention quand elle est en présence de l'expertise, en fonction de l'expertise du chirurgien et en fonction du plateau technique qui est disponible. Elle présente des résultats oncologiques qui sont identiques à la voie ouverte. Néanmoins, elle est associée à une diminution des pertes sanguines et à une diminution de durée du séjour post-opératoire. Donc, pour résumer, concernant les cancers du rein localisés TAA inférieur à 4 cm, pour l'Association française d'urologie, donc la néphrectomie partielle présente des résultats oncologiques qui sont identiques à celles de la néphrectomie totale. Elle assure une préservation optimale de la fonction rénale. Les voies d'abord, donc tous les voies d'abord sont possibles en fonction du plateau technique et de l'expertise du chirurgien. Alors, la néphrectomie partielle, elle est recommandée de première intention pour ces tumeurs localisées T1A inférieur à 4 cm. Donc, pour l'Association européenne d'urologie, de même, la néphrectomie partielle, elle est recommandée de première intention pour les tumeurs T1. Donc, on va passer à la néphrectomie élargie. Donc, elle n'est pas indiquée de première intention, elle est indiquée en cas de tumeur complexe, en cas de rein non fonctionnel ou bien en cas de suspicion de tumeur T3A sur l'imagerie. La place du traitement ablatif, donc c'est un traitement qui est défini par la destruction in situ du tissu tumoral. Une biopsie diagnostique doit être indiquée avant de commencer un traitement ablatif. Les techniques disponibles, donc plusieurs techniques qui sont disponibles, la radiofréquence, exemple, les micro-ondes, la cryothérapie, électroporation irréversible ou bien radiothérapie stéréotaxique. Les indications de ce traitement ablatif, il est indiqué essentiellement chez les patients âgés avec comorbidité importante, une insuffisance rénale avancée ou bien une récidive locale après néphrectomie partielle ou bien pour les tumeurs multiples. Pour les résultats oncologiques de ces traitements ablatifs, ils sont inférieurs à celles de la néphrectomie partielle, mais en termes de préservation de la fonction rénale et de taux de complications, il est supérieur par rapport à la néphrectomie partielle. Donc, pour l'Association française d'urologie et concernant le traitement ablatif, il est recommandé, donc les études sont de faible niveau de preuve, donc ce qui limite la portée de recommandation. Donc, ces traitements ablatifs sont indiqués chez les patients avec petite tumeur, chez des patients avec comorbidité importante et les récidives locales après une néphrectomie partielle ou bien les tumeurs multiples. Donc, de même pour l'Association européenne d'urologie, le traitement ablatif il est indiqué chez les patients avec comorbidité. Toutefois, une biopsie diagnostique est recommandée avant de commencer tout traitement ablatif.
Pour la surveillance active, donc elle est définie par une surveillance régulière par des imageries. Un traitement peut être proposé si la tumeur augmente de volume. La biopsie n'est pas obligatoire pour proposer une surveillance active. Les indications préférentielles de la surveillance active sont proches de celles du traitement ablatif, à savoir les patients âgés, les patients avec comorbidité importante et bien sûr pour les petites tumeurs inférieures à 4 cm. Voici un algorithme décisionnel dressé par l'Association française d'urologie concernant les petites tumeurs T1A inférieures à 4 cm. Donc, après concertation pluridisciplinaire, le patient est classé soit non éligible à un traitement chirurgical. Dans ce cas, une surveillance active peut être indiquée ou bien un traitement ablatif. Si le patient il est éligible à un traitement chirurgical, la néphrectomie partielle elle est indiquée et recommandée de première intention comme traitement de référence. Néanmoins, la néphrectomie élargie, elle est réservée en cas de non-impossibilité de la néphrectomie partielle ou bien en cas de rein détruit. Passons maintenant au cancer du rein localisé supérieur à 4 cm. Donc, ce groupe comprend les cancers du rein T1B, c'est-à-dire entre 4 et 7 cm, les cancers T2A, c'est-à-dire entre 7 et 10 cm, et les cancers T2B, c'est-à-dire supérieurs à 7 cm, mais qui sont tous localisés au rein. Donc, on va discuter la néphrectomie, les indications de la néphrectomie partielle, les indications de la néphrectomie élargie. Donc, la néphrectomie partielle, elle est recommandée de première intention si elle est possible. Il est recommandé d'utiliser des scores morphométriques, à savoir le renal score, le PADIA score, le C-index, pour juger de la complexité de la tumeur. Donc, pour la néphrectomie élargie, elle est indiquée dans tous les cas où la néphrectomie partielle n'est pas réalisable techniquement en cas de tumeur complexe, volume tumoral ou bien volume tumoral trop important, et bien sûr en cas de rein non fonctionnel. Il faut privilégier toujours la voie laparoscopique, donc en fonction de l'expertise du chirurgien bien sûr et du plateau technique. La surrénalectomie n'est indiquée qu'en présence d'atteinte surrénalienne péropératoire ou bien suspicion d'atteinte sur l'imagerie. Le curage ganglionnaire est non recommandé. Donc, pour l'Association française d'urologie, pour résumer, pour les cancers localisés supérieurs à 4 cm, la néphrectomie partielle, elle est recommandée de première intention pour les tumeurs T1B, donc tant qu'elle est possible. Dans les autres cas, la néphrectomie élargie est recommandée. Donc, la voie laparoscopique, elle est toujours à privilégier. Il n'est pas recommandé de réaliser une surrénalectomie qu'en cas d'atteinte en péropératoire ou bien suspicion d'atteinte sur l'imagerie. Quant au curage, il n'est pas recommandé pour ce groupe de patients. Les thérapies ablatives n'ont pas de place dans ce groupe de cancer du rein. Donc, pour l'Association européenne d'urologie, de même, la néphrectomie partielle, elle est recommandée de première intention si elle est techniquement possible. La néphrectomie élargie par voie laparoscopique est recommandée pour les tumeurs T2 si la néphrectomie partielle n'est pas faisable. Les voies mini-invasives ne sont pas recommandées si elles vont compromettre les résultats oncologiques. Passons maintenant au cancer du rein localement avancé. Donc, ce sont des cancers du rein qui ont dépassé le fascia du Girota, donc avec extension veineuse, ou bien les patients qui ont une invasion des ganglions régionaux. Donc, dans ce stade, la néphrectomie élargie, c'est le traitement de référence. La voie d'abord standard, c'est la voie ouverte. Néanmoins, la néphrectomie laparoscopique ou robot assisté peuvent être utilisées, bien sûr, en fonction de l'expérience du chirurgien et du plateau technique disponible.
de toute façon, quelle que soit la technique, l'objectif principal, c'est d'obtenir des marges chirurgicales qui sont saines. Quelle est la place du curage ganglionnaire dans le cadre du cancer du rein localement avancé? Il est recommandé qu'en cas de ganglion macroscopique identifié sur l'imagerie préopératoire ou bien en péropératoire. Donc, ça a été démontré que l'exérèse des ganglions identifiés en péropératoire chez un patient non métastatique présente un intérêt pronostique et un intérêt thérapeutique. En absence des ganglions identifiés, le curage ganglionnaire n'a pas montré de bénéfice ou de supériorité en termes de survie. Donc, quelle est la place en cas d'invasion des organes de voisinage? Donc, il faut dire que l'invasion des organes de voisinage est difficile à prédire sur les données de l'imagerie en préopératoire. Donc, de nombreux patients seront surstadifiés. Dans ce cas, une résection chirurgicale, elle est possible. De toute façon, la survie à ce stade, elle est inférieure à 10% à 5 ans. Donc, l'existence de marge négative, c'est un facteur, c'est le seul facteur pronostique important dans ce cas. Pour le thrombus tumoral dans la veine cave, donc il est recommandé de réaliser une IRM préopératoire pour prédire l'étendue du thrombus et pour juger de l'invasion de la paroi veineuse. La néphrectomie élargie associée à une thrombectomie cave, c'est le traitement de référence. Néanmoins, il faut c'est une chirurgie lourde avec une morbidité et mortalité qui est importante. C'est une chirurgie qui est multidisciplinaire. Donc, pour l'Association française d'urologie, l'objectif en cas de cancer localement avancé, c'est de faire l'exérèse tumorale avec des marges qui sont saines. En présence de tumeurs avec thrombus cave, il faut réaliser une néphrectomie élargie avec une thrombectomie cave. Aucun traitement néoadjuvant ou bien adjuvant n'est recommandé. Pour l'Association européenne d'urologie, donc la valeur pronostique du curage ganglionnaire, elle est incertaine. Une néphrectomie élargie avec thrombectomie, c'est le traitement recommandé en cas de tumeur localement avancée avec thrombus veineux. Pour les cancers métastatiques, donc ce sont les cancers qui ont envahi les organes à distance. Donc, il est recommandé de faire la classification, de classer ces patients selon la classification de Hank. C'est une classification qui prend en considération 6 facteurs. Et exemple, l'index de Karnofsky, l'intervalle libre entre le diagnostic et le traitement, le taux d'hémoglobine, le taux de la calcémie corrigée, le taux de plaquettes, le taux de polynucléaire neutrophile. Au terme de cette classification, les patients métastatiques sont classés selon 3 groupes pronostiques. Donc, les groupes de bons pronostics, ce sont les patients qui présentent aucun facteur de cette classification. Les patients avec un pronostic intermédiaire, ce sont les patients qui présentent 1 ou 2 facteurs. Les patients de mauvais pronostic, ce sont les patients qui présentent 3 ou plus facteurs. La médiane de survie, elle dépend du groupe de pronostic. Elle ne dépasse pas les 43 mois. Quelle est la place de la néphrectomie de cytoréduction dans le cadre du cancer du rein métastatique? Dans ce cas, 2 études prospectives randomisées qui ont évalué l'intérêt de la néphrectomie de cytoréduction dans le cancer du rein métastatique. Ces 2 études sont les études Carmena et les études Surtaille. Donc, les conclusions de ces 2 études, c'est la néphrectomie partielle, la néphrectomie de cytoréduction dans le cadre du cancer du rein métastatique ne doit pas être recommandée de première intention chez les patients de mauvais pronostic. Chez les patients de bon pronostic ou de pronostic intermédiaire avec un faible volume métastatique, asymptomatique ou peu symptomatique, la néphrectomie de cytoréduction peut se discuter au cas par cas. Donc, pour l'Association française d'urologie, le cancer du rein, dans le cadre du cancer du rein métastatique, la néphrectomie de cytoréduction n'est pas recommandée chez les patients de mauvais pronostic. De même, pour l'Association européenne d'urologie, une néphrectomie de cytoréduction n'est pas recommandée
pour les patients métastatiques de mauvais pronostic. Quelle est la place du traitement local des métastases dans le cancer du rein métastatique? Il faut savoir qu'il existe peu d'études rétrospectives qui sont avec effectifs faibles, des patients très sélectionnés. Le traitement local de métastases peut être justifié dans plusieurs situations, que ce soit à visée symptomatique, pour prévenir l'apparition des complications locales ou bien pour différer l'instauration d'un traitement systémique ou bien pour obtenir une rémission complète et envisager une pause thérapeutique. La chirurgie des métastases ne peut s'envisager que lorsqu'on estime qu'elle sera complète chez un patient en bon état général avec un nombre limité de sites métastatiques et la maladie, elle est lentement progressive. Donc, les résumés de deux sociétés savantes sont presque les mêmes. Les niveaux d'études et les niveaux de preuves sont faibles. Donc, ces traitements sont indiqués comme chirurgie à visée palliative ou bien pour prévenir l'apparition de complications locales, pour différer l'instauration d'un traitement systémique ou bien pour faire une pause thérapeutique d'un traitement qui est systémique. Donc, pour conclure, pour les cancers du rein localisés, donc la néphrectomie partielle, elle est indiquée de première intention. Si elle est techniquement possible, il faut privilégier la voie laparoscopique. La néphrectomie élargie, elle est indiquée pour les autres cas, donc pour les tumeurs complexes ou bien en cas de rein non fonctionnel. Pour les cancers du rein localement avancés, la néphrectomie élargie, c'est le traitement de référence. Le curage ganglionnaire, il n'a pas de place. Pour les cancers du rein métastatique, donc la néphrectomie de cytoréduction est à discuter au cas par cas. Merci.